Bienvenue sur Good Visa, le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Partez à l'exploration de votre monde intérieur et de celui qui vous entoure. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute. Embarquement in extremis sous l'océan. Dans cet épisode, je reçois pour la première fois non pas un, mais deux invités, Yann et Antoine. En 2019, Yann et Antoine étaient censés partir à l'île de la Réunion. Cette île intense porte bien son nom, puisqu'avant même d'arriver, quelques péripéties les attendent. Une fois sur place, ils vont pleinement profiter de ce que l'île a à offrir et ils vont partager avec vous comment un court séjour peut souvent se révéler riche en découvertes. Ce voyage réserve plus d'une surprise à Yann et Antoine, puisqu'une nouvelle passion inattendue fait surface, la plongée. Bien plus qu'une simple activité de vacances, la plongée va devenir un élément central de leur vie grâce à ce voyage. Véritable source de bien-être, nous allons explorer tous les bienfaits de cette activité, aussi appelée la santé bleue. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Yann, bonjour Antoine. Bonjour Camille. Bonjour Camille. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouveau format un petit peu, puisqu'on est 3 aujourd'hui et d'habitude on est que 2 dans mes interviews. Donc peut-être pour raconter la petite histoire de comment on se connaît. Donc Yann, ça va faire près de... Un certain temps, oui. Un certain temps qu'on se connaît, presque une quinzaine d'années. On s'est rencontrés à la fac de chinois. Parce que petite info, oui, j'ai un master en chinois, c'est un peu mon fun fact du jour. Et vous êtes ensemble avec Antoine depuis maintenant près de... 10 ans. Ouais. Ça n'aura le pas. Et donc, en fait, pour la petite histoire, quand je vous ai parlé du podcast, rapidement, on s'est dit, mais il y a une destination en commun dont on pourrait tellement parler et une source de bien-être qu'on va aborder un petit peu plus tard. Je laisse un petit peu de suspense. Quand je vous ai demandé, c'est quoi votre destination coup de cœur, vous m'avez répondu... La Réunion. La Réunion. Et c'est vrai que c'est une destination qui m'est très chère aussi. Donc là, c'est pas un pays, on fait une petite exception vu que c'est un département d'outre-mer. Mais je suis ravie qu'on puisse aborder ensemble cette destination. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous êtes amené à aller à l'île de la Réunion? Et quand est-ce que c'était? Alors, La Réunion, initialement, c'était pas forcément une destination sur laquelle on voulait forcément partir rapidement. Mais il se trouve que ma sœur s'est mariée à La Réunion en 2019. Et donc, en fait, ça, plus que du coup un voyage tous les deux, ça a été surtout un voyage en famille. Mm-hmm. Ce qui a aussi participé, je pense, au fait qu'on découvre La Réunion sous un autre angle que ce qu'on aurait pu faire tous les deux. Donc c'est pour ça qu'on est parti du coup en 2019 découvrir cette très jolie île. Juste avant le Covid en plus. Juste avant le Covid, oui. Et si je peux me permettre la petite anecdote, en plus c'était un petit peu compliqué ce départ. Ah ouais. L'enfer. Oui, c'est vrai on a galéré parce que du coup quand on est arrivé à l'aéroport de Bordeaux, avec mes sœurs et mes parents, l'une de mes sœurs en l'occurrence, on a passé la douane et quand on attendait l'embarquement, il se trouve que ma sœur, du coup Gaëlle, qui était là avec nous, ne retrouvait pas son passeport. Une angoisse. Ah, horrible. C'était horrible. En plus, il y avait les petits neveux et nièces qui étaient vraiment petits à l'époque et qui comprenaient pas. Et là, en fait, du coup, on n'a pas pu partir. On est resté coincé à l'aéroport de Bordeaux. On a retrouvé le passeport au moment où, du coup, c'était la fin de l'embarquement. Mais seulement, ils avaient déjà réaffecté les places. Qu'elle avait le passeport sur elle, en fait? Non, il y avait les douanes qui, en fait, l'avaient récupéré et l'avaient gardé. Et du coup, après, on le retrouvait évidemment pas parce qu'il était coincé aux douanes. Et le temps qu'on arrive, parce que là, tu cherches partout dans ces cas-là. Oui, parce qu'elle savait qu'elle était arrivée avec. Bien sûr, oui, puisqu'on avait passé les douanes. Donc, en fait, elle l'avait. Et puis, en fait, non, impossible de retrouver. Et donc, du coup, on n'a pas pu prendre juste la correspondance Bordeaux-Paris, ce qui nous est raté le vol, du coup, à Paris pour ensuite arriver, du coup, sur l'île de la Réunion. Et du coup, on n'a pas pu partir sur le coup. Et heureusement, on a eu du bol. C'était avec Air France et ils ont pu nous recaser sur d'autres vols. Alors, du coup, c'était... Non, pas tous ensemble, Gaël. Du coup, c'était sur un autre vol, mais
Mais du coup, on a pu quand même réussir à avoir un vol, je crois, le lendemain ou le surlendemain. Mais sur le coup, mes moments de stress. Quelle aventure! Horrible. Ça lançait un petit peu le début du voyage. Et c'est vrai que c'est un thème que j'aimerais bien aborder avec des familles qui voyagent, enfin qui ont fait leur métier de voyager en famille. Parce qu'il y a une différence quand même entre voyager à deux, voyager tout seul et voyager en famille. On arrive sur vraiment un autre niveau. Revenons sur l'île de la Réunion. Moi, si je peux me permettre la petite anecdote sur pourquoi j'aime autant cette île. Mais en fait, mon grand-père était dans la marine quand il était plus jeune. Et du coup, avec sa famille, ils ont été amenés à beaucoup voyager à l'étranger, notamment à vivre à l'île de la Réunion. Ils ont tellement aimé qu'à un moment, ils ont eu la possibilité d'y vivre pendant 8 ans avec ma grand-mère. Donc ma tante y a vécu aussi, mon oncle y a vécu aussi, mon père, ma mère et ma grande sœur, ils sont allés en voyage aussi. Mes cousins y sont allés. En fait, toute ma famille était allée à l'île de la Réunion, sauf moi. Et c'est vrai que c'était un petit peu une frustration de se dire toute ma famille, on revient un peu encore sur ce thème de la famille liée au voyage. Et c'est vrai que ça restait une destination rêve pour moi. Et il s'avère que quand je suis allée, j'étais avec quelqu'un à l'époque. Et cette personne-là, c'était son rêve d'aller à l'île de la Réunion aussi. Donc, je me suis dit, génial, je vais enfin pouvoir y aller. Donc, voilà, donc je suis ravie qu'on aborde l'île de la Réunion aujourd'hui. Donc, comme vous l'expliquez, vous y êtes allé pour un mariage au début. Est-ce que vous avez pu visiter un petit peu plus l'île, en dehors du cadre du mariage? Est-ce que c'était vraiment quelque chose de très organisé, le mariage et puis on repart? Ou est-ce que vous aviez quand même un temps pour voyager? Non, c'est l'avantage du mariage, c'est que du coup, ça nous a permis d'y rester quand même une semaine. Okay. Oui, moi un peu plus d'une semaine, enfin moi un jour, le temps de reprendre l'avion. Et le mariage, il tombait en plein milieu de la semaine, je crois. C'était le mercredi ou le jeudi, ils avaient prévu. Ce qui fait que nous, ça nous a permis quand même de nous balader les premiers jours avant et les premiers jours après. Donc oui, on a fait un petit tour de l'île, on va pas dire qu'on a fait... Ouais, on n'est pas expert sur l'île, c'est clair. Mais par contre, du coup, c'est vrai que le mariage, ça a quand même pris du temps, c'est certain. Mais un temps qui était même pas nécessaire, mais le plus que bienvenu, parce que c'était la raison même de notre venue là-bas. Et puis c'est le mariage de ma sœur, donc trop bien. On a quand même pu bouger, descendre. Enfin, on a quand même pas mal profité. On a vraiment rentabilisé le temps qu'on avait là-bas, en tout cas, ça c'est certain. Et petit rappel, du coup, l'île de la Réunion, c'est donc à environ 10 heures de vol depuis Paris jusqu'à Saint-Denis, la préfecture. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait, il y a une superficie 3 fois plus petite que la Corse, mais c'est 2,5 fois plus peuplé que la Corse. Et je pense que vous avez pu le remarquer, les Réunionnais parlent créole entre eux. Et je ne sais pas si vous avez capté des petits mots de vocabulaire, j'en ai remis quelques-uns. Par exemple, la case, c'est la maison. Quand ils veulent parler de tout ce qui est... haricots rouges ou les lentilles, ils appellent ça les grains. Les grains, c'est vrai qu'au début, ça fait un peu bizarre quand on te demande dans ton plat, est-ce que vous voulez des grains? Tout ce qui est, pour dire local, c'est pays. Ça aussi, ça m'a un peu fait bizarre au début. Et après, un des termes que je préfère, c'est les oreilles. C'est nous, ça, les oreilles. Les oreilles, au début, ça fait très bizarre quand on arrive à La Réunion, parce qu'en fait, toutes les personnes, tous les touristes et tous les Français de la métropole, on les appelle les oreilles. C'est assez drôle. Il y a toute une explication sur ce terme, mais c'est vraiment trop long à expliquer. Donc je reviendrai dessus, je pense, sur le compte Instagram du podcast. Et j'en profite, petite parenthèse, n'hésitez pas à aller vous abonner sur le compte Good Visa Podcast, parce que c'est vrai que je partage certaines anecdotes qu'on n'a pas le temps de forcément aborder à chaque fois. Et c'est vrai que voilà, l'île de la Réunion, il s'agit d'un mélange unique d'influences françaises, africaines, malgaches, sud-asiatiques, et c'est vraiment un élément important de la culture. Et ça, est-ce que vous l'avez ressenti, vous? C'est quelque chose qui vous a marqué, ce côté melting pot, mélange culturel à La Réunion? C'est clair qu'on le ressent pour le coup, mais même à travers la nourriture, les plats qu'ils peuvent faire, on sent qu'il y a vraiment plein d'influences, les épices qu'ils peuvent utiliser et tout. Donc ça, c'est ultra bon déjà et intéressant. Mais je reviens du coup sur le grain, les oreilles et tout. C'est vrai que ça, du coup, on a une amie qui s'appelle Laurine, qui elle vient de La Réunion aussi. Et en fait, c'est un langage que du coup, on connaît parce que quand elle nous a déjà fait des rougailles, la recette de son père, du coup, elle utilise justement du grain. Du coup, elle disait ça facilement, où elle nous avait dit avant de partir, effectivement, les oreilles, où elle s'amusait de temps en temps à
dire ça. Et justement, ça tombe bien que vous parliez des saveurs locales parce que dans chaque podcast, j'adore parler de la nourriture du pays pour amener un petit peu des saveurs à travers le micro. Et c'est vrai que déjà, quand on pense à l'île de la Réunion, on pense à tous les fruits tropicaux. Ah ouais. Ça, c'est Les ananas. Mais ça, c'était génial. les ananas Victoria. Et ils ont un rayon de fruits exotiques, mais immense. Et ce matin-là, on avait pris des fruits qu'on ne savait même pas que ça existait. On était très contents d'avoir des fruits qu'on ne connaissait pas. Et arrivé à la maison qu'on avait louée, on avait plein de fruits. On ne savait pas ce que c'était, on ne savait pas les manger. On ne savait pas comment faire. Et on en mangeait certains dont le goût était particulier. Mais du coup, on ne savait même pas si c'était le bon goût, si c'était le fruit qui était trop mûr, pas assez mûr. Donc en fait, on a mangé plein de fruits sans savoir si c'était bon ou pas. Excellent. Et on se posait des questions à chaque fois. Ouais. Après, il y en a donc les plus connus, comme on l'a dit, il y a l'ananas Victoria, il y a tout ce qui va être des super bons avocats, les bananes, les litchis. Ah ouais. C'est quand on avait loué une voiture, on a arrêté sur les bords de chemin à arracher des poignées de litchis à tous les arbres. Alors oui, mais du coup, des arbres qui dépassaient vraiment sur la route. Oui, sur la route. On n'allait pas dans des... On n'est pas dans les propriétés. Mais oui, non, mais ça, c'est vrai, c'était trop bien. Oui, dès qu'on voyait un arbre, bah, du coup, on s'arrêtait pour prendre des fruits, mais c'est trop cool. Enfin, nous, c'est nos pommiers, en fait, où du coup, c'est un peu moins exotique pour nous, en tout cas. Bah, eux, du coup, ça va être des fruits dont on a moins... on a moins accès comme ça facilement. Après, il y a aussi les fruits de la passion, la papaye, la grenade, ce qu'ils appellent aussi le carambole, le goyavier. Enfin, ça, c'est fantastique. Et j'imagine que vous avez pu goûter à tout ce qui est, par rapport à la proximité avec l'océan, il y a beaucoup de poissons. Tout ce qui est poisson cru, mais les tartares. Désolée pour ceux qui ne mangent pas de poisson. Mais c'est vrai que tout ce qui est les poissons frais... Et là, c'est direct. Avec très sacré, là. C'est délicieux. Oui, il y a plein de... Oui, c'est clair. Et en petits fruits, il y a le kombava aussi. C'est bon. Ça. Ouais, qu'ils mettent du coup en zeste, notamment dans le rougail. Norine, c'est ce qu'elle fait. Elle met du coup des zestes de kombava sur son rougail et d'office, mais ça t'apporte une saveur, c'est puissant ce truc, c'est ouf. C'est ça, c'est un agrume en fait, pour expliquer à celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu un citron vert. Ouais, ça ressemble à un citron vert. Granuleux. Et qui se mange en zeste. Qui sent un peu la citronnelle, je trouve. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est ouf, du coup, la puissance de ce petit truc. Et donc, comme tu l'expliquais, il y a le rougail saucisse, où ça, c'est une sorte de curry avec de la saucisse. Et le curry, en fait, c'est le plat traditionnel qui est constitué de viande ou de poisson dans une sauce épicée à base de tomates, d'oignons, de curcuma, qui est servie avec du riz blanc et donc des grains, comme vous l'expliquez. Donc, soit des lentilles, des haricots. Et il y a bien évidemment aussi tout ce qui est donc les samoussas, c'est feuilleté garni de viande, de poissons, de légumes, les bonbons piments. Et les bonbons piments. Ah ouais. Alors ça, c'était Ah ouais, c'est vraiment trop bon. Ça, pour expliquer, c'est des beignets très pimentés à base de pois. Et ça, c'est vrai que c'est incroyable. On en trouve sur les marchés, tout comme les bouchons aussi. Enfin, désolée, je vais rêver un peu trop loin avec toute cette nourriture, mais les bouchons, c'est ces bouchées farcies de viande de porc qui sont cuits à la vapeur. Vapeur, là, je recommande à... Ah, mais les bonbons piments, en tout cas, les bonbons piments, mais je me souviens, poche au mariage de ma sœur, donc de Caroline, il y avait, du coup, c'était que des plats locaux, et notamment, du coup, au vin d'honneur, il passait avec notamment des bonbons piments, mais vraiment, à chaque fois qu'il passait, le mec... J'ai en piqué quelques-uns. Je crois que rien que ça me donne envie de me marier. Je crois que t'allais dire ça me donne envie de mon piment, mais ça marche aussi. Ça me donne envie de me marier à l'île de la Réunion. Et après, il va y avoir dans les desserts tout ce qui est les gâteaux à base de manioc, de maïs ou de patates douces. Et c'est vrai qu'on n'est jamais déçu avec la cuisine locale, en tout cas l'île de la Réunion. Mais pardon, je te coupe, mais sur les desserts, moi j'ai surtout souvenir, outre les gâteaux, de la glace à la vanille. Ah oui, la glace à la vanille. Parce que ça n'a aucun rapport en fait avec ce qu'on peut goûter en métropole. Nous, on a un goût assez formaté sur la glace à la vanille, et là-bas, quand on avait pris, c'était clairement une autre saveur. Vraiment, ça n'avait aucun rapport. C'était un autre goût, un autre parfum. Et c'est super bon. C'est un autre produit, vraiment un autre produit. Mais eux, ils produisent de la vanille, donc je suppose que ça correspond plus au vrai goût que ça devrait avoir, mais... Et justement, effectivement, en parlant de la vanille, c'est ce qu'on appelle la vanille Bourbon. Là-bas, qui est très connue, c'est la vanille la plus célèbre des orchidées de l'île. Et c'est vrai que ça a une saveur juste incroyable. Ça me fait penser aussi à la canne à sucre qui est omniprésente sur l'île parce qu'elle structure les paysages. Il y a encore beaucoup de
c'est une plante incontournable qui est cultivée sur toute l'île. On voit souvent des camions pendant la récolte. Moi, je me rappelle la période où j'y étais, il y avait tellement de camions qui passaient où des fois, tu es sur une route et tu te retrouves derrière ce camion avec toutes ces cannes à sucre. Et il faut rappeler aussi que c'est le premier producteur européen de sucre, mais côté mondial, en fait, c'est un petit acteur. Mais c'est vrai que la France se fournit beaucoup et l'Europe aussi. Et bien évidemment, qui dit sucre de canne dit rhum. Voilà, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Petit message obligatoire. Donc en fait, effectivement, le rhum est issu du jus de canne et l'alcool, cet alcool, le rhum, c'est le plus consommé de l'île, tout comme le rhum arrangé. Avec le rhum arrangé, en fait, c'est qu'il va être agrémenté de... Agrémenté. Ou agrémenté. Voilà, de fruits marinés. Et on va avoir des rhums fruits de la passion, à l'ananas. Enfin, c'est juste incroyable comme saveur. Et on avait visité une distillerie de rhum où on voyait justement les champs de canne à sucre, après la canne qui était transformée, qui était broyée, et récupérer la mélasse. La mélasse. Ouais, je sais plus. La mélasse. Ouais. Et après, il récupérait le jus, il distillait, et à la fin, bien évidemment, il y avait un comptoir à dégustation, et on avait rapporté une bouteille de rhum arrangé à la cacahuète. Cacahuète ? Ouais, c'est peut-être pas très local à la cacahuète, mais du coup, c'était tellement... En fait, c'était de la crème de rhum à la cacahuète. Ça ressemblait un peu à un Baileys, mais version rhum. Et qui avait un goût presque de Kinder Bueno. Oh là là. C'était assez incroyable. Du coup, dit comme ça, je pense pas que ce soit le produit phare de la région pour le coup, mais c'était quand même très bon, donc ça mérite d'être mentionné. Et c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de tout ce qui est bonbons piment, les samoussas et tout ça, et c'est vrai que c'est des choses qu'on va retrouver beaucoup sur les pique-niques à la Réunionnaise. Je sais pas si vous en avez aperçu. C'est le week-end, forcément, on en voit beaucoup plus. C'est toute une institution parce que on parlait de la famille, c'est vrai que ça mobilise toute la famille, ces pique-niques le week-end. Je ne sais pas si vous avez pu en faire. Oui. Au cours de nos pérégrinations, il y a un jour, on était descendu jusqu'à Cap-Méchant, où c'est une grande étendue sur la lave. Ouais, c'est la pointe la plus au sud de l'île. C'est la pointe la plus au sud. Avec évidemment du coup des tombants de lave. C'est noir, c'est magnifique en fait. Non, mais il y a plein de palmiers qui ont poussé dessus. Et surtout, du coup, tu as l'eau bleue qui vient se fracasser du coup sur cette lave noire. C'est magnifique, extraordinaire. Et à ce point-là, et ce jour-là, effectivement, il y avait des dizaines de familles qui étaient là, comme tu dis, à pique-niquer avec vraiment. C'est surtout que c'est un autre niveau de pique-nique, parce que quand on pense au pique-nique en France ou du moins en Europe, voilà, le petit sandwich, la petite nappe, un peu de saucisson, des chips, et voilà. Ouais, c'est si t'es un peu fancy, sinon... C'est vrai. Tandis que là-bas, en fait, ils arrivent avec les tables, avec les chaises, avec les marmites de riz, les rougailles, les caries, tout est cuit sur place, c'est près des plages, et c'est vrai que c'est une expérience à vivre, donc c'est chouette si vous l'avez vu. Et après, les locaux, parce qu'ils ont cette habitude de vivre à l'extérieur où il fait tout le temps beau. Nous, on l'avait vu dans la maison, dans les quelques maisons qu'on a louées, les maisons sont construites vers l'extérieur. Ouais. La cuisine, déjà, est une pièce ouverte, mais vraiment sur le jardin. Il y a une porte qui est fermée à l'intérieur, qui donne sur la pièce à vivre à l'intérieur. Mais sinon, ça donne sur le jardin. Et toutes les maisons qu'on a vues sont ouvertes. Oui, il y a toujours, en fait, oui, c'est ça. Mais les différents endroits où on a pu loger, c'est vrai qu'il y avait toujours un moment où la première maison, effectivement, il y avait un comptoir et après, il n'y avait pas de mur. C'était juste un rideau qui venait fermer la maison. Incroyable. Et la deuxième maison, là, c'était un petit peu... la salle de bain qui était ouverte, mais par contre, là, tu avais aussi des voisins. Donc, quand tu sortais de ta douche, tu avais intérêt à prendre ta serviette. Sinon, bon, globalement... C'est fou, ça. Ouais, les maisons sont ouvertes à l'extérieur. C'est assez extraordinaire. Oui, ça, du coup, c'était tout. Et c'est vrai que tout ça, ça me fait penser à tout ce qui est climat. C'est vrai que quand on va à l'île de la Réunion, il vaut mieux bien choisir sa période. C'est vrai qu'il y a donc le climat tropical avec l'été chaud et humide qui va être de décembre à mars. L'hiver qui va être de juin à septembre, où il fera un peu plus frais et sec. Et c'est vrai que, je te disais, vous êtes allé au mois d'octobre. Ouais. Et c'est vrai que moi, je suis allée au mois d'octobre aussi. Et c'est une saison que je recommande beaucoup. Parce qu'après, il faut faire attention aux tempêtes tropicales qui sont assez fréquentes de janvier à mars. Et en fait, c'est vrai, toute cette richesse de microclimat, entre la côte est qui est très arrosée avec des averses fréquentes, la côte ouest qui est beaucoup plus aride. On a aussi les hauteurs, les cirques, où il fait plus frais dans les hauteurs. C'est vrai qu'il y a une diversité de microclimats. Moi, j'étais quand même étonnée de me dire, le matin, je peux être en train d'aller visiter des cirques avec une doudoune. À l'après-midi, je suis en maillot de bain. Puis le soir, il faut un peu se couvrir. Ça varie beaucoup. Mais oui, c'est clair. Et puis, en fait, du coup,
c'est indéniable du coup cette question de climat, et ça amène en plus des paysages qui sont mais radicalement différents. Enfin, je me souviens je crois que c'est quand on allait à Sillaos, il me semble, ou au Piston de la Fournaise, je sais pas, de toute façon dans les deux cas ça avait fait la même chose, mais où en bas, du coup, t'es vraiment au bord de l'eau, il fait chaud, lourd, c'est très verdoyant. Et puis au fur et à mesure de la route, tu passes par des endroits où t'as l'impression à un moment donné d'être en Auvergne, t'as des vaches, ça fait très... c'est beaucoup plus bas, du coup les plantations sont beaucoup plus basses. Et après t'arrives sur un truc ultra froid, sec, c'est assez... c'est extraordinaire. Ouais, clairement. C'est incroyable, et ça me fait penser à plein de choses ce que vous venez de dire. Déjà, pour les déplacements en voiture, ça me fait penser à quelque chose. Quand tu parles de Sillaos... La route des 1000 virages. Les 400 virages. Ou les 400 virages. Pour moi, j'en ai vécu 1000. Moi, j'en ai vécu 1000, moi, déjà. Et c'est vrai qu'il faut savoir que quand on prend la voiture à l'île de la Réunion, il y a énormément de virages, vu que c'est très vallonné, il y a beaucoup de différences d'altitude. Donc, il faut être plutôt bien armé. Moi, je me souviens... Ce qui m'a le plus marqué, donc je crois que vous n'êtes pas allé au point... Comment ça s'appelle déjà ? Au Maïdo ? Non. Donc le Maïdo, c'est en fait un point de vue sur le cirque de Mafat. Et en fait, il est recommandé d'aller faire ce point de vue très tôt le matin pour avoir le lever de soleil, ce qui est magnifique. Sauf qu'on prend cette route de nuit. Et je me rappelle que la personne avec qui j'étais à l'époque, on a eu très très peur parce qu'en fait... C'est toi qui conduisais. Non. C'est pas gentil. Non, c'est pas moi qui conduisais, mais en l'occurrence, vu que les routes n'étaient pas du tout éclairées, et ça je recommande vraiment aux gens d'être super prudents quand on conduit là-bas, parce que les routes n'étaient donc pas éclairées, et en fait, les bords de route... C'est des ravins. C'est vrai que c'est... Donc je me rappelle, moi, je regardais le GPS et puis j'informais le conducteur pour lui dire attention, épine droite, virage à droite. C'était le rôle d'Antoine, ça, pour le coup. Quand j'arrivais à ouvrir les yeux. Voilà. Et c'est vrai que pour le coup, moi, j'ai fait la route de Sillaos après. Donc Sillaos, c'est un autre cirque, un des 3 cirques de la Réunion, parce que donc il y en a 3, il y a Mafat, Sillaos et Salazie. Et en fait, d'ailleurs, pour la petite anecdote, en fait, il y a 200 000 ans, il y a eu une série d'effondrements qui ont créé une vaste cuvette au centre de l'île, et elle a la forme d'un trèfle à 4 feuilles, et ça va être ensuite rempli de lave du piton des neiges, et puis après, sous l'action de l'érosion et des rivières, c'est là que les 3 cirques ont vu le jour. C'est la petite anecdote historique. Mais c'est vrai que tu vois, après avoir fait cette route pour aller au Maïdo, quand j'ai fait Sillaos, donc effectivement, c'est très éprouvant, comme l'expliquait Antoine, parce qu'il y a plus de 400 virages. Mais là, en fait, les ravins sont protégés, c'est-à-dire que... Oui, clairement. Il y a des petits parapets, oui. Il y a des parapets dans les virages. Et quand tu conduis ou quand tu es passager, c'est clair que c'est rassurant. Moi, franchement, je suis pas à l'aise du tout en montagne. Là, c'était moi qui conduisais et ça m'a vraiment réconcilié sur le fait de conduire en montagne. Maintenant, j'ai aucun problème. Je pourrais même dire que j'aime bien conduire sur ce type de route. Mais sur le coup, je ne disais pas ça. Non. Oui. Et en plus, tu vois, pour le coup, nous, on l'avait fait 2 jours et ça a changé tout parce que vraiment conduire de nuit à l'île de la Réunion, je le répète, soyez prudents. Et c'est intéressant qu'on parle aussi de cette diversité par rapport aux volcans, par rapport aux... Enfin, les volcans que je viens de mentionner. Est-ce que vous avez pu aller voir le Piton des Neiges ? Le Piston des Neiges, non. On a uniquement fait le Piston de la Fournaise. Et ça, racontez-nous. Vas-y, Antoine. Piton de la Fournaise, c'était le Champ de Mars. Ouais. Oui. Piton de la Fournaise, déjà, il y a tout le trajet où on a vécu. C'est là où tu disais, tu pars de la plage, il fait 30 degrés, on est en t-shirt, il fait chaud. Et plus tu montes, plus la température change et surtout le paysage change. On a des vidéos entières où on traverse les nuages, il fait froid, il y a du brouillard. Enfin non, c'est pas du brouillard, c'est vraiment les nuages qu'on traverse. Ouais. Ou les paysages, comme tu disais tout à l'heure, c'est l'Auvergne. Mais on traverse l'Auvergne, où c'est des grands prés de verdure très très verts. Avec des vaches. Alors qu'on est déjà en hauteur. C'est assez extraordinaire. Et puis on arrive à ce champ. Ouais, cette plaine. La plaine de Mars, je sais plus. Le Champ de Mars. Le Champ de Mars. Où c'est déroutant. Enfin, il n'y a rien. Un champ où c'est mort, juste des cailloux à perte de vue, de la lave. Enfin oui, c'est de la lave, mais c'est assez impressionnant de voir ce champ de Mars là quand même.
Et après, du coup, tu arrives au niveau du piton de la fournaise. Et après, on arrive au pied du piton de la fournaise. Mais en plus, on n'a pas eu de chance. À quelques jours près, si on avait pu prendre notre vol initial, nous, on a du coup de la famille qui est arrivée avant nous. Et il y avait du coup, le piton était en éruption. Donc eux, ils ont pu vraiment y aller et voir du coup la lave. Cool. Ça doit être incroyable. Donc ils nous envoyaient les vidéos. Bon, nous, quand on y est passé avec Antoine, l'éruption était terminée. C'était génial. Mais du coup, c'est vrai que déjà rien que cette route, ce champ de Mars, c'est incroyable. Et le piton, là, au loin, quand tu le vois, mais cette immensité, là, c'est assez impressionnant. Et quand tu te dis qu'en plus, il est encore actif. C'est ça, c'est un des volcans les plus actifs du Oui, monde. bah oui. C'est quand même assez impressionnant. Les volcans, c'est quelque chose dont on parle quand t'es à l'école, ou au collège, lycée. Mais du coup, de voir vraiment quelque chose où tu sais qu'en plus, si jamais ça lui prend l'envie, il peut un peu venir t'embêter, c'est assez impressionnant, je trouve. Et moi, j'avoue que j'ai eu la chance de le voir quand il était en éruption. En plus, on a eu beaucoup de chance parce que tout ce trajet que tu racontais, Antoine, on nous expliquait qu'effectivement, normalement, mais comme vous l'avez vécu, tu passes à travers les nuages et c'est assez compliqué. Nous, c'était complètement dégagé pour le trajet. Et on nous disait, mais vous avez beaucoup de chance parce que vous voyez le piton de la fournaise actif et en plus sans nuages. Donc, c'est vrai que c'était le cadre idyllique. Après, il y a ce côté où je pense que beaucoup de personnes qui voyagent vont le retrouver aussi, c'est quand tu es devant un site magnifique. Moi, ce qui m'avait beaucoup gêné, c'est les gens qui étaient non-stop sur leur appareil photo, avec les flashs, les trucs, les machins, et tu as juste envie de te dire, waouh, j'observe cette beauté juste incroyable. Oui. Mais c'est vrai que le voir en éruption, c'était exceptionnel. Et justement, tu voulais nous dire autre chose Oui, et donc quand on était arrivé sur le champ de Mars, où là il y avait personne. Nous, on n'avait pas grand monde. Il n'y avait pas grand monde, donc du coup on a pu garer la voiture en plein milieu de la route, il n'y avait pas de circulation, donc ça non, j'aime pas. Et on s'est baladé sur le champ de Mars. Et au bout, comme il y avait des nuages à ce moment-là, il y avait des cascades de nuages qui étaient quand même assez extraordinaires. Des cascades de nuages où on était juste au-dessus des nuages qui se formaient. Et donc, on voyait ces nuages tomber après le long c'était super. Le long du paysage et déborder sur la route. C'était assez extraordinaire à voir. Incroyable. Ouais. Et justement, en reparlant de ce volcan, ça me fait penser, j'aimerais bien vous faire un petit point historique, comme j'aime bien faire dans chaque podcast. Donc, en fait, là, on parlait du piton de la fournaise, mais il y a aussi le piton des neiges qui n'est plus actif. Mais en fait, il y a 2,5 millions d'années, en fait, le massif du piton des neiges, il a émergé des flots de l'océan et c'est là que la Réunion est née. Et beaucoup plus tard, le piton de la fournaise est apparu donc à son tour et a contribué à agrandir l'île vu que le piton de la fournaise est plus au sud et le piton des neiges est plus au nord de l'île. Et en fait, sur l'histoire de cette île, en fait, au XVIe siècle, elle a été découverte par les Portugais. Et, parce que c'était donc sur l'escale, c'était une escale sur la route des Indes. Et en fait, les Français, ils ont accosté sur l'île qu'au XVIIe siècle. Et progressivement, le nom de l'île, Bourbon, est donné. Quand on pense à la baie de Bourbon qu'on abordait tout à l'heure. Et malheureusement, l'esclavage s'est développé à ce moment-là avec les plantations de café, notamment. Et en fait, à la Révolution, l'île Bourbon, elle devient l'île de la Réunion, en hommage à la réunion des révolutionnaires qui ont mis fin à la royauté. Ah oui, je savais. Moi non plus, ça m'a quand même étonnée quand j'ai appris ça. Mais en fait, les planteurs ne respectent pas les droits de l'homme et beaucoup d'esclaves fuient dans les montagnes, qu'on appelle donc les marrons, et on a appelé ça le marronnage. Donc comme tu l'expliquais en off, il y a beaucoup de gens qui sont partis vers Cilaos à pied. Pour fuir justement cette population qui les pourchassait. Exactement. Et la route des 400 virages, eux, ils l'ont faite à pied, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de route. Exactement. Et en fait, l'île va prendre le nom de l'île Bonaparte, puis passer sous le contrôle des Anglais, à nouveau des Français, et elle va redevenir l'île Bourbon. Ensuite, il va y avoir l'abolition de l'esclavage, et c'est là qu'il va y avoir un manque de main-d'œuvre, parce que vu qu'il n'y a plus d'esclaves, il y a besoin de main-d'œuvre. Donc des gens vont être engagés d'Inde, de Chine, de Madagascar, et progressivement, il va y avoir le 19e siècle avec beaucoup de maladies par rapport à tous ces échanges de population. Et au 20e siècle, progressivement, la Réunion va devenir une région française. Mais je trouvais ça assez impressionnant de voir à quel point il y a eu des mouvements entre les Portugais qui sont arrivés, puis après les Anglais, puis après encore les Français et les Anglais. Et toute cette histoire de manque de main-d'œuvre, c'est assez fou de se dire que c'est ce qui a contribué aussi au métissage culturel de cette île au final. Mais aussi, sur cette île, il y a quand même
il y en a pour tous les goûts, en fait, comme on était en train de le dire, par rapport ne serait-ce qu'au paysage, avec... si vous aimez beaucoup tout ce qui est bassin et cascade, vous avez l'anse des cascades, le voile de la Marly, où c'est comme des dentelles d'eau qui se rejoignent. Le bassin Bœuf, où c'est un plan d'eau qui est en forêt de végétation, la rivière Langevin, enfin, il y a vraiment des goûts pour tout le monde. Il y a aussi les plus belles plages, avec l'Ermitage, les Temps Salés, la Grande-Anse, Boucancano, Manapani, les Bains, enfin, il y a vraiment des... T'as répété pour ça. J'ai répété pour ça. Il y a vraiment des goûts pour tout le monde, et de parler de ces plages, de ces bassins, ça me fait penser à la faune et la flore. J'avais une petite anecdote. Est-ce que vous avez vu des endormis? Alors, je ne crois. Si je pense qu'on en a vu, mais pas plus d'anecdotes, mais peut-être que tu en as une toi. Parce que les endormis, c'est des petits, sortes de petits caméléons, on va dire, des petits caméléons verts. Et je ne sais pas pourquoi, mais dès le premier jour où je suis arrivée à l'île de la Réunion, c'était mon objectif d'en voir un. Je regardais partout dans les feuillages, près des plages, parce que c'est quand même très rare de les apercevoir. Et en fait, un jour, c'est moi qui conduisais. Et c'est ce jour-là où on a vu un endormi traverser la route. Ah, mais en plus, c'était challenge, du coup. Je n'ai pas écrasé. Et c'est vrai que c'était impressionnant. Enfin, après, on a fait demi-tour pour essayer de le retrouver, mais on pense que le camion derrière nous s'est arrêté pour l'attraper, parce que ils en font tout un commerce, malheureusement, de ces pauvres petites bêtes. Mais c'est vrai que j'étais tellement contente de voir ça, parce que à l'île de la Réunion, il y a une faune et une flore sauvage qui est assez... ultra diversifiée et du coup vachement riche. Incroyable. Et comme je te disais, il y en a vraiment pour tout le monde par rapport aux activités aussi. Donc, il y a tous les sites à visiter, il y a des randonnées exceptionnelles à faire, bouger les routes, comme on vient de le dire, pour aller voir le piton de la Fournaise ou le piton des Neiges pour des randonnées. Il y a aussi tout ce qui va être kayak, paddle, canyoning et parapente. Parapente, oui. On avait fait du parapente, nous, je sais plus quand est-ce que c'était, mais c'était très chouette. Après, j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est que le mec nous avait demandé en amont si du coup on était bien, ne serait-ce que si on pouvait avoir le mal des transports ou autre. Donc moi je lui ai dit que j'étais pas méga chaud sur la chose, donc qu'il fallait y aller tranquille. Mais tu ouais, ok, très bien. Au final, on s'est retrouvé à faire à moitié des loopings en l'air. Ah, c'était affreux. Et je me concentrais. Ah ouais. Et du coup, donc tu fais le parapente, t'es tout seul avec le mono. Je sais pas si c'est un moniteur, mais et donc on était au-dessus de l'eau. Donc en plus, en termes de points à fixer, l'eau, c'est quand même assez compliqué parce que c'est une étendue de bleu. Donc du coup, pour trouver un truc, et vraiment, mais je regardais, et ça tournait. J'ai pas été malade du tout, mais vraiment, mais sur le coup, je me suis dit, oh là, il faut qu'il arrête. Heureusement, on a fini par atterrir. C'est le but. Donc voilà. Mais par contre, c'était trop bien. On est parti, pas d'en haut, évidemment. D'assez haut. Ouais. Incroyable. Et c'est justement à côté de Kélonia. Je ne sais pas si vous avez pu y aller. C'est un centre pour la conservation des tortues marines. Mais c'était là, oui. Voilà. Oui, mais c'était... Est-ce que vous avez pu visiter Oui, on l'avait fait avec les petits. Notamment avec mes neveux et nièces, enfin 2 en l'occurrence. Et ouais, c'était... ça, c'est pour le coup, c'est... je sais pas quoi dire. Moi, je suis partagé sur ça. Donc, du coup... Par rapport à la conservation... Ouais. Un peu zoo. Ouais, exactement. Le côté zoo, ça m'a un peu perturbé. Après, du coup, je sais que sa partie, eux, ils financent notamment, du coup, tout ce qui est préservation pour les tortues. Ils ont des actions par rapport à ça. Donc ça, c'est très positif. Ça te permet, malgré tout, de voir, toi, du coup, des tortues qui sont extrêmement vieilles. Et c'est très impressionnant. Mais à côté de ça, du coup, être les voir enfermées, c'est pas forcément le truc qui me plaît le plus. Et à la fin, je sais qu'il y a un truc qui m'avait quand même perturbé, c'est que, donc, t'as le côté musée, où du coup tu vois tous les trucs qu'ils ont fait avec des écailles de tortue, mais au gift shop là, à la boutique souvenir, t'as aussi des trucs en écailles de tortue. Et ça, je m'étais dit, chelou. Ils vendaient des plateaux, des bijoux en écailles de tortue, alors qu'on vient de voir toute une exposition et tout un truc pour dire, la préservation, la conservation, et du coup... Ok, du coup j'imagine qu'ils doivent peut-être les tortues, j'en sais rien, mais c'était mitigé moi par rapport à ça. Après, c'est vrai que moi, j'avais beaucoup discuté avec un des guides du centre. Il expliquait justement toutes les tortues qui étaient malades, qui avaient été blessées ou ainsi de suite. Il m'avait beaucoup raconté il m'avait partagé beaucoup d'anecdotes à ce sujet. Et c'est vrai qu'heureusement, ça sauve beaucoup de tortues. Mais il y a ce côté un petit peu...
challenging, on va dire. Ça me fait une bonne transition, ces tortues, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore, mais personnellement, j'ai fait beaucoup de snorkeling, donc de la plongée avec juste masque et tuba, dans l'espoir d'apercevoir ces tortues. Donc malheureusement, je n'en ai pas vu, mais c'est vrai qu'on peut avoir la possibilité d'en voir. Et il y a les baleines aussi. Est-ce que vous en avez vu, ça, des baleines? Ah, des baleines, non. Non, on n'a pas vu de baleines. On a vu plein d'autres choses, plein de poissons, mais pas de baleines. Et ni de requins, d'ailleurs. Ni de requins. Oui, c'est vrai, parce qu'on parle quand même beaucoup à La Réunion, on nous alerte beaucoup sur les requins, parce qu'il y a effectivement ce lagon où tu peux te baigner sans risque a priori, bien qu'il y ait quand même des petits problèmes parfois, mais pour le coup, on a fait aussi, nous, du snorkeling donc dans le lagon, où tu vois, sans voir forcément des tortues ou des baleines. Bon, des baleines, c'est clair que non, parce que tu as vraiment très peu d'eau dans le lagon. Mais tu vois, il y a déjà une faune et une flore, mais une faune incroyable, rien que dans le lagon. Oui, rien que dans le lagon, ça c'est extraordinaire. C'est trop beau. Et juste avant qu'on plonge un petit peu plus, qu'on plonge un peu plus dans les détails, moi, si je peux me permettre la petite anecdote sur les baleines, j'ai eu beaucoup de chance parce que quand j'y étais, c'était la saison de reproduction. Oui. Donc tous les jours, on voyait des baleines qui s'approchaient super près. Même à un moment, avec des amis, on a été nager un petit peu plus loin dans le lagon, enfin toujours en restant dans le lagon, mais on a des baleines qui se sont approchées super près. C'était impressionnant et même des fois, dans des endroits divers sur l'île, tu aperçois donc l'océan et quand tu vois les baleines au loin, c'était un spectacle ça doit être fantastique. Et en plus de ça, il y a donc le côté touristique, il y a des bateaux qui t'emmènent pour aller voir les baleines de plus près. Mais c'est de plus en plus réglementé parce que justement, ils mettent l'accent sur la conservation du bien-être des baleines pour que... Oui, la protection, oui. On les approche pas... Oui, pour éviter de les embêter, leur plus leur reproduction ou migration. Ouais. Mais donc vous n'avez pas, vous n'avez pas seulement fait du snorkeling, vous avez aussi fait de la plongée. Oui. Plongée sous-marine. Ouais, effectivement. Me concernant, c'était donc mon premier baptême de plongée. Toi, t'en avais déjà fait? Ouais, moi, c'était mon baptême de reprise en tant qu'adulte, que grand. Parce que moi, j'avais déjà fait de la plongée quand j'étais petit, quand j'avais une dizaine d'années. D'accord, t'as commencé quand t'avais 10 ans. Ouais. Mais j'ai la chance, je sais pas, oui, mais un de mes oncles est MF2 pour ceux à qui ça... Non, MF1. Pour ceux à qui ça parle. Moniteur de plongée. Et moniteur de plongée. Et du coup, quand j'avais une dizaine d'années, il me faisait faire plusieurs... J'ai fait plusieurs baptêmes avec lui. Excellent. Ouais. Et donc là, quand vous êtes arrivé à La Réunion, est-ce que c'était prévu ou ça s'est fait comme ça sur le tas? C'était un peu prévu puisque c'est Simon, donc le mari de ma sœur, qui avait regardé pour justement voir ceux qui voulaient faire des trucs à côté pour un peu organiser et du coup mutualiser les moyens. Et du coup, au moins... On l'a fait, on était le bateau, moi j'étais avec ma sœur, avec Simon, avec Antoine, donc c'était chouette. Et d'ailleurs le baptême c'était drôle parce que le moniteur avec qui on a plongé avait bien compris qu'il y avait 2 futurs mariés, mais manifestement il n'a pas compris qui c'était, parce que du coup il a fait en sorte que du coup on plonge en même temps avec ma sœur, mais genre c'est ma sœur. Il n'avait pas compris le coup. Mais du coup, par contre le baptême, donc moi première expérience en plongée, et c'était génial. Comment ça se passe un baptême d'ailleurs de plongée? Un baptême de plongée en France, selon la Fédération française de plongée, c'est quand même assez encadré pour éviter les accidents, les problèmes. Mais généralement, c'est accompagné par un moniteur. Soit il te tient la main si tu te débrouilles pas trop mal, ou alors il te tient le gilet ou carrément la bouteille pour pas que tu te remettes de trop près. Et c'est une durée d'une 20aine de minutes et jusqu'à... Attends, c'était moniteur maintenant, Antoine? Jusqu'à 12 mètres de profondeur? 6 mètres. Non, 6 mètres. Et du coup, là en l'occurrence, c'était ça. Donc on avait chacun un mono. Et donc il me semble qu'on est parti en bascule arrière, donc c'est-à-dire on est sur le bateau. Et donc, tu as le bloc dans le dos, et là, tu bascules en arrière dans l'eau avec du coup le masque. Là, tu te tombes dans l'eau. Bon, déjà, tu flottes, et ensuite, il te fait descendre un peu. Donc, ils te font attention aux oreilles. Et en fait, là, tu découvres un monde qui est tellement beau. Et en plus, tu as une visibilité incroyable. La vue, tu vois à perte de vue, ce qui n'est pas toujours le cas en plongée. C'est l'un des facteurs, du coup, parfois un peu contraignants.
Et puis une faune, une variété tellement belle. On a vu alors on connaissait pas les noms des poissons à ce moment-là. Je suis pas toujours méga calé sur la faune, mais du coup on a vu plein de choses. Cela dit, à La Réunion, rien qu'en snorkeling, c'est génial. Et il y a pour ceux qui peuvent pas, parce que justement faire de la plongée, en snorkeling tu peux déjà voir plein de choses super belles à La Réunion. Ouais, moi, j'avais l'impression d'avoir 5 ans et demi dans l'eau, de regarder le monde de Nemo. C'était juste fantastique. Je voulais plus sortir de l'eau. Enfin, c'était même... Je pense que j'aimerais vraiment y revenir pour continuer de visiter l'île et puis avoir vraiment plus de temps pour faire du snorkeling. Mais en tout cas, par rapport à la plongée, ça nous faisait donc la bonne transition sur... quand je vous ai posé la question, c'est quoi, vous, votre source de bien-être au quotidien? Oui, clairement, la plongée. La plongée, ouais. Ça a été... nous, ça nous a permis de faire nous amener à la plongée, du coup, ce voyage. Et en revenant en France, du coup, moi, clairement, j'avais adoré ce baptême. Antoine, c'était déjà dans sa tête depuis qu'il était petit. Et donc, j'avais proposé à Antoine de passer un premier niveau de plongée. Carrément, tout de suite, tu t'es dit... je pense que c'était les vacances suivantes. Oui, c'était... du coup, il y a eu le confinement entre-temps. Je pense que comme beaucoup, le confinement a donné des envies de liberté, de voyager. Et pour la plongée, c'est un voyage en soi. Et donc, du coup, ça nous a un peu motivés sur le fait de passer un niveau. Il y avait aussi l'impulsion d'une de mes collègues à l'époque et amie maintenant, Caroline, qui du coup plonge. Et donc, elle m'en avait pas mal parlé. Et du coup, on s'était renseigné. On avait plongé donc, vers Banyuls. Dans la réserve naturelle. Ouais, on a passé notre niveau 1 là-bas. Et ensuite, on est revenu à Bordeaux et on s'est inscrit pour passer notre niveau 2. Et maintenant, du coup... elle fait partie d'un club de plongée. On est moniteur et... moniteur carrément, maintenant. Initiateur. Ouais. Et oui, initiateur. Moniteur, oui, bon, initiateur. Et du coup, non, mais c'est génial, en fait, pour plein de choses, parce que tu découvres déjà tout un monde que tu ne peux pas forcément soupçonner. Connaître, oui. Parce que la faune, la flore, les paysages, c'est assez extraordinaire. Autant on se balade en forêt, tout le monde voit ce que tu peux voir en forêt. La plongée, c'est extraordinaire. Tu te balades dans les failles, dans les rochers, à travers les champs de Posidonie, les groupes d'oiseaux, pas les oiseaux, les bancs de poissons. Enfin, moi, j'associe ça à des bancs de... vraiment, quand tu traverses des bancs de poissons, tu as l'impression que tu voles. Tu es en 3D déjà. Donc... Et ils n'ont pas peur de toi. Ils n'ont pas peur de toi parce qu'il y a des crânes. Ouais. Donc ils viennent te voir, il y a une interaction avec la faune. Ouais, c'est génial. Et puis pour faire le lien, toi, avec le bien-être, je sais que beaucoup de gens, au contraire, voient la plongée comme quelque chose d'assez stressant parce que, évidemment, voilà. Non, mais il y en a plein du coup qui voient ça, soit le côté un peu claustro, d'avoir l'impression d'être enfermé, ou d'avoir peur de ne pas pouvoir respirer, de vouloir remonter direct à la surface. Donc c'est sûr qu'il y en a qui voient ça, et c'est vrai que c'est une discipline qui est dangereuse, et donc du coup il faut faire attention et être bien préparé. Mais une fois que du coup tu arrives à toi prendre sur toi là-dessus et à faire ce travail, quand tu es sous l'eau, justement en fait t'es un peu seul avec toi, et du coup on appelle ça une palanquée, les gens avec qui tu plonges. Comment tu dis ? Une palanquée. Une palanquée, ok. Ouais. Et du coup là en fait l'idée c'est d'être le plus tranquille possible. Parce que déjà, si tu es un peu agité, tu vas consommer plus d'air, et c'est pas le but, tu vas pouvoir rester moins longtemps. Et puis en fait, tu es là pour profiter et juste contempler là où tu es et prendre le temps de... Prendre le temps. Parce que sous l'eau, tu n'as aucun bruit sous l'eau, tu n'entends rien, mis à part ta propre respiration et les cliquetis des poissons. Ouais, parce que ça, on le sait pas forcément, mais les poissons, en fait, mais vraiment, moi, je compare ça à des oiseaux, ça fait des tout petits, des tout petits bruits. Et si tu sais pas ce que c'est au début, c'est bizarre. Moi, je ne comprenais pas ce que c'était. Et en fait, non, ce sont les poissons. Tous les poissons. Le bruit des poissons. Le bruit des poissons, c'est ça. Et d'ailleurs, tu peux savoir quand tu te rapproches justement d'un banc, parce que tu vas entendre justement les... C'est fou. Et du coup, là, tu te dis, ok, ils doivent pas être très très loin. Les bancs de petits poissons, par exemple, ouais. Incroyable. Et j'aimerais bien revenir sur un point que tu viens de mentionner par rapport au fait que c'est important de ce que j'ai cru comprendre, de plonger bien accompagné. Donc on ne plonge jamais seul. Non. De ce que j'ai cru comprendre, voilà.
Et quand j'ai fait quelques petites recherches, j'ai vu que la plongée, c'était vraiment un vecteur de socialisation parce qu'en fait, tu dois acquérir tout un code de communication spécifique à la plongée. Tu dois mettre en pratique cette notion de solidarité, d'entraide avec ton binôme, parce que si j'ai bien compris, on plonge en binôme la plupart du temps. Minimum en binôme. Oui. En fait, la palanquée, donc du coup, ce qui compose les personnes avec qui tu plonges, ça peut être un minimum de 2, parce que si jamais il y a un problème, il faut pouvoir aider l'autre. Assister l'autre. Et après, du coup, tu peux être un petit peu plus nombreux en fonction de avec qui tu plonges. Ok, et c'est là que tu développes aussi, j'imagine, un peu ton sens des responsabilités. Clairement. Parce qu'il y a un respect des règles de sécurité qui sont nécessaires et indispensables. Est-ce que vous pouvez peut-être nous, en passant nos niveaux supérieurs, en réalité, tu apprends à venir en aide à ton binôme, à ta palanquée, s'il y en a un qui a un problème. Mais assister, oui, on parle d'assistance véritablement. On parle d'assistance. D'aller le récupérer, de l'aider à respirer, de le calmer, de le remonter en sécurité à la surface jusqu'au bateau. Ça peut aller très loin. Oui. Et puis tu parles de responsabilité, et il y a aussi une question de confiance réciproque, parce que toi-même, si tu es dans une situation un peu problématique, il faut que tu saches aussi que l'autre avec qui tu plonges est à même de pouvoir t'aider si jamais il y a besoin. Donc nous, maintenant, on a quand même un groupe avec qui on plonge relativement souvent. On sait et on se connaît et on sait comment on plonge, donc du coup c'est cool. Quand on est amené à plonger avec d'autres personnes, par exemple nous cet été on est parti dans les Canaries, on plongeait avec des gens qu'on connaissait pas. Bon bah là, il y a une petite notion de pas de stress. On était ensemble avec Antoine, donc c'était ok, nous on savait comment on pouvait réagir, mais l'autre, tu sais pas, il peut pas paniquer, faire une bêtise, et là du coup il peut aussi te mettre quelque part toi en danger, donc c'est clair que il y a vraiment une forme de cohésion, de sociabilisation même sous l'eau, et de confiance quelque part, alors que parfois tu connais pas du tout la personne. Et d'apprentissage aussi, parce qu'au début on parlait de la fédération française où nous on plonge selon les normes françaises, mais la manière dont nous on nous enseigne la plongée en France est beaucoup plus carrée et restrictive et axée sur la sécurité. Ouais, c'est différent. La démarche est vraiment pas la même, plutôt que les gens qui plongent au PADI. On entend souvent parler de la structure internationale. Par exemple en Thaïlande. Ouais, exactement. C'est PADI. En fait, PADI, du coup, c'est américain de base. Et en fait, maintenant, c'est un peu la norme internationale. Et nous, on a la FFESSN, la Fédération de France, du coup, qui a d'autres normes. Et c'est pour ça que quand tu demandais tout à l'heure le baptême, j'ai précisé en France, parce que le baptême PADI est vraiment complètement différent. T'es pas forcément tout seul avec un moniteur, tu peux aller à 12 mètres et t'es beaucoup plus libre. T'es libre. Eux, ils axent beaucoup plus sur le côté loisir, alors qu'en France, c'est évidemment un loisir, mais où du coup, c'est beaucoup plus cadré, et justement pour la sécurité. Oui, pour la sécurité. Et par rapport, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces histoires de paliers? Parce que c'est vrai que quand tu parlais des gens qui ne pourraient avoir peur et auraient envie de remonter tout de suite à la surface, je me dis que j'ai jamais fait de plongée, mais c'est quelque chose qui me fait effectivement un petit peu peur de se dire, si je panique ou quoi que ce soit, disons à 10 mètres, parce que quand on est déjà, si pour des premières fois j'arrive à plonger à 10 mètres, ça peut être pas mal, j'imagine. Et de se dire, ok, si je panique à 10 mètres et que j'ai envie de remonter tout de suite à la surface, donc ça, on ne peut pas. Non. Les paliers, on va faire des paliers uniquement pour débarrasser ton corps de l'azote qu'on emmagasine. Parce qu'en réalité, on respire de l'air, et l'air est composé d'oxygène et d'azote. Oui. Voilà. Et donc, quand on plonge, donc il y a la pression qui va se créer, plus tu vas profondément et plus il y a de pression. Puis il y a de pression qui s'exerce sur ton corps, et la pression qui est exercée sur ton corps agit directement sur l'air que tu respires, et notamment sur l'azote. Donc l'azote, avec la profondeur, l'azote devient liquide dans ton sang, elle se mélange dans ton sang, mais tu l'élimines automatiquement en respirant, donc il n'y a pas de souci. La difficulté, ça va être que plus tu restes longtemps et profondément, plus tu emmagasines d'azote, et c'est à ce moment-là où il faut laisser le temps à ton corps, enfin surtout le temps à l'azote, à redevenir gazeux quand tu vas remonter. Okay. À redevenir gazeux, et c'est là où tu vas la réexpulser
naturellement. Donc il y a des plongées où nous généralement on s'arrange pour pas avoir ce problème-là. Par exemple, la structure PADI, tu plonges, tu n'as pas de palier. En gros, ce qu'Antoine disait, c'est que si tu plonges pas profondément et pas forcément très très longtemps, du coup, tu n'as pas de palier à faire. Tu as un palier qui est un palier de sécurité qui n'est pas obligatoire. Sinon, du coup, tu n'as pas de palier. Globalement, toi, si tu plonges un baptême haut, tu n'auras vraiment pas de palier. Aucun palier. Donc, si tu remontes comme ça, direct, en soi, le problème de l'azote ne se posera pas. C'est juste du coup qu'il faudra penser à souffler en continu quand tu remontes pour éviter d'avoir un problème au niveau des poumons. Mais c'est tout ce que tu peux... Ou des oreilles, au niveau des oreilles aussi. Ou des oreilles, mais c'est surtout les poumons. Pour le coup, si tu remontes, du coup, le risque est au niveau des poumons. Mais du coup, toi, tu n'auras pas de palier si tu plonges pas trop profondément et pas trop longtemps. Si tu fais une plongée, je crois que c'est 45 minutes à 20 mètres, ou du coup, c'est 45 minutes à 20 mètres où tu commences à saturer. Ouais, où tu commences à avoir un palier. Oui, donc c'est pas plus mal en fait qu'en France, ça soit très cadré. Mais en fait, en France, on nous apprend très rapidement à gérer ce genre de phénomène. Alors que dans les structures PADI, pas spécialement, parce que les structures PADI, on leur explique que à partir de cette limite-là, il y a des paliers, donc n'y allez pas. Eux, ils font pas de palier. Voilà, eux, ils font pas de palier. Parce qu'ils vont moins profondément. Voilà. Alors que nous, en France, on nous dit, à partir de ce moment-là, il y a des paliers, voilà ce qu'il faut faire. Et où est-ce que, quelle est la plongée la plus, le maximum auquel vous êtes descendu? Alors nous, en étant pour le moment au niveau 2, là on prépare le niveau 3, on est limité à 40 mètres. Mon Dieu. Donc on est allé à 40 mètres et ça me fait penser notamment à une plongée qu'on avait fait à Marseille. C'était, je crois, la première plongée qu'on faisait là-bas, où donc on était à 40 mètres et il y a un phénomène qui se passe quand tu plonges profondément. La narcose. C'est exactement la narcose, qui s'appelle aussi l'ivresse des profondeurs. Et alors, a priori, ça, du coup, ils savent pas forcément exactement, mais ça serait aussi lié à l'azote, où en fait, c'est vraiment comme si tu étais un peu pété sous l'eau, tu es complètement sous. Et chacun a des symptômes différents. Il y en a de la même manière qu'avec l'alcool, chacun... Oui, exactement. Et là, sous l'eau, c'est pas... Il y en a qui vont être stressés, il y en a qui vont plus savoir où ils sont, il y en a qui vont être complètement zen. Nous, on était zen. Nous, on était complètement, mais ailleurs. On était ailleurs. On était face à un mur de gorgones. Donc les gorgones, faut regarder parce que vraiment, du coup, à expliquer, c'est compliqué, mais c'est très très beau. Et du coup, et en vérité, on était scotchés devant ce mur de gorgones et on avait nos ordinateurs qui montraient 34, 35, 36 mètres de profondeur. Et on avait notre on plongeait avec Christine qui nous regardait et elle nous tapait sur l'épaule pour nous dire allez, il faut remonter maintenant. Et on disait oui, on remonte Christine. Et Antoine, il descendait. Et moi, je continuais à descendre. Et donc, du coup, deuxième fois, elle fait allez, remonte. Mais je remonte là, Christine. Mais non, pas du tout. En fait, je continuais, mais j'étais ailleurs complètement stomac. Jusqu'au moment où elle m'a attrapé la poignée de ma bouteille, elle m'a remonté. Un petit peu. Et après, avec la narcose, il suffit de remonter d'1 ou 2 mètres et directement ça s'arrête. Ouais. Donc elle m'a remonté de 2 mètres et puis voilà, c'était terminé. Et même après, en rediscutant, je ne m'en suis pas aperçu. Pour moi, j'étais véritablement en train de remonter. Alors que non, quand je regardais les statistiques de mon ordinateur, je coulais quoi. Et oui, pour préciser, là tu fais le geste, donc je comprends bien, ordinateur, c'est donc une sorte de montre en fait, que vous avez pour votre sécurité. Ouais, qui va nous montrer le temps de plongée, la profondeur, et qui nous calcule en même temps les temps de palier, si on doit faire des temps de palier. D'accord. Et c'est fou ce que tu racontes, parce qu'en fait, quand vous atteignez cet état, ça fait... Je me rappelle, on en avait parlé une fois lors d'un repas, où j'ai l'impression que tu me racontais comme si tu étais rentré dans un état de méditation, en fait. Alors, la plongée, oui. Alors, pas la narcose en soi. Enfin, pas que si. Enfin, ma forme de narcose, si, c'est un peu le cas. Mais est une forme de méditation. Mais oui, la plongée, moi, je l'associe un peu, en faisant un peu de yoga à côté, je l'associe un peu à cet état-là où tu es complètement stone, en fait, à la fin. C'est zen, mais comme c'est le but aussi de la plongée, d'être détendu pendant que tu plonges. Oui, et tu prends une respiration calme et... pas faire de mouvements. Et puis, t'as pas de pollution autour de bruit, de même... On a tout le temps, nous, maintenant, des téléphones, des autres. Là, clairement, quand je disais tout à l'heure, c'est un voyage en soi. C'est-à-dire que c'est une destination. Et quand t'es là, du coup, t'es juste là pour regarder ce qu'il y a autour de toi. Et t'es pas, du coup, distrait par, du coup, d'autres choses. T'es juste là pour regarder, faire attention à tes paramètres pour éviter, du coup, les problèmes. Mais vraiment, du coup, le côté méditatif, c'est clair que le gaz, complètement, ouais.
Et après, quand on remonte sur le bateau, on est tous... ouais, on est tous chacun à sa manière, mais tous calmes, vraiment très très calmes. Il y en a qui sont un peu excités parce qu'ils ont eu plein de choses, ils ont envie de le partager. Il y en a qui sont beaucoup plus posés, ils sont un peu dans leur tête parce que dans leur bulle, sans jeu de mots, mais du coup parce qu'ils ont vu des choses et ils sont contents, ils profitent du moment. Chacun le vit un peu différemment, mais ce retour au bateau du coup est toujours intéressant. Et ça se retrouve dans le club de plongée de manière générale où en fait les gens sont calmes. Oui. Tout le monde est calme, il n'y a pas de personnages surexcités, c'est tic et tac, mais de manière différente. Mais sinon, tout le monde est calme et plutôt tout. Ouais. Donc ce côté méditatif et complètement focalisé sur l'instant présent. Ouais, en fait. Tout à fait. Avec la relaxation que ça amène, et puis on n'a pas abordé encore les bienfaits physiques, mais par exemple de ce que je lisais, en raison de la résistance avec l'eau, ça va tonifier en fait l'ensemble des groupes musculaires sans être trop violent sur les articulations. Est-ce que ça vous le ressentez après une plongée où vous êtes un peu courbaturé ou pas forcément? Courbaturé après plusieurs plongées d'affilée, mais moi je l'associerais plus à la fatigue en fait, parce que c'est assez très fatigant. Parce qu'on se lève très tôt. Il y a des fois où on se lève à 6h du matin pour aller plonger à 8h et c'est fatigant, on fait des petites nuits et outre les horaires, c'est qu'en fait c'est fatigant pour l'organisme parce que justement cette histoire d'azote que du coup ton corps associe et du coup tu dois l'expulser, il y a vraiment du coup une fatigue propre à la plongée et je pense que c'est compliqué de l'expliquer quand on fait des week-ends ou des séjours où on fait plusieurs plongées d'affilée. Vraiment tout le monde a un coup de barre et clairement tu le sens, tout le monde est vraiment très posé parce que en fait t'es crevé, c'est ultra fatigant, alors qu'en soi tu fais pas grand chose, c'est-à-dire que le but c'est d'économiser ses mouvements. Quand on palme, c'est vraiment des mouvements lents, amples pour essayer de s'économiser, mais c'est fatigant, vraiment fatigant. Oui, t'as des courbatures oui, comme tu dis, il y a des courbatures, mais de fait, est-ce que c'est des courbatures de fatigue ou des courbatures, comme tu le dis, de pression sur les muscles? Je sais pas, mais oui, on entend ça. Mais en tout cas, par rapport à ce côté respiratoire, ça me fait penser, on en parlait dans l'épisode 4 avec Anouk, la cohérence cardiaque, où en fait, vu que vous allez vraiment réduire, comme tu l'expliquais, la fréquence de cardiaque, le rythme de respiration, en fait, ça va aider à réactiver le système parasympathique, qui est celui qui permet à l'organisme de récupérer et de se reposer, contrairement au système sympathique qu'on a tendance à beaucoup plus activer dans la vie de tous les jours, qui là assure nos réactions en cas de danger imminent. Et de ce que vous me dites, en fait, effectivement, tu coupes complètement ce côté-là. C'est juste dans la découverte, dans l'observation de ce qu'il y a autour de toi et de te concentrer sur ta respiration. Ça doit même faire bizarre au début de se concentrer sur sa respiration. On le voit notamment du coup avec les élèves qu'on a maintenant, où certains peuvent poser la question de mais comment est-ce qu'il faut que je respire? Est-ce que je respire normalement? Est-ce que du coup je dois poser? Et en fait c'est ça, nous là quand on est en piscine, il n'y a vraiment pas de problème et de toute façon ils sont à 3 mètres donc ils consomment que dalle. Mais quand on descend plus, pour le coup, la question de la consommation est importante parce que ça va jouer sur ton temps de plongée. Et du coup, effectivement, tu dois vraiment essayer d'avoir une respiration la plus posée possible, de faire des micro-apnées vraiment toutes petites pour essayer d'éviter de surconsommer. Et d'ailleurs, quand quelqu'un est en panique, le geste, c'est en fait vers les poumons, avec les mains, de montrer qu'en fait, on respire très rapidement. Et parce que là, du coup, c'est très mauvais. Et la personne, déjà, consomme énormément et peut elle-même, du coup, à un moment donné, être arrivée à bout de souffle parce que juste, elle panique et qu'elle respire trop rapidement. Elle n'arrive pas elle-même à souffler pour, du coup, ensuite pouvoir reprendre sa respiration calmement. Et ça, c'est un vrai exercice. Quand on commence un peu à paniquer pour une raison X ou Y, de réussir à se poser, à se dire je m'arrête. Et ensuite, je peux essayer de calmer ma respiration. C'est pas forcément évident. Oui, mais ça peut être un bon moyen de s'entraîner pour apprendre à gérer sa gestion du stress, gérer son souffle, peut-être avoir une respiration un petit peu plus au niveau du diaphragme, tout ce genre de choses, quoi. Oui. Enfin, je sais que certaines personnes, du coup, font aussi à côté de la sophrologie. Il y en a notamment une dans le club qui en faisait la sophrologie sous-marine. Ouais, mais du coup moi je pratique pas du tout ça, donc je peux pas en parler, mais en tout cas je sais qu'elle avait associé du coup les deux, la sophrologie et du coup la plongée, et elle faisait des petits exercices comme ça du coup sous l'eau de sophrologie.
Mais je peux pas en parler spécialement, je connais pas. Mais j'espère qu'il y aura peut-être un épisode sur la sophrologie. Et peut-être pour terminer ce chapitre sur la plongée, parce qu'on arrive à la fin du podcast, est-ce que vous auriez des conseils justement pour des gens qui ont envie de se lancer dans la plongée ? Eh bien, venez à la B2C, on peut vous donner des cours et vous faire passer des baptêmes. Non. C'est vrai que pour les Bordelais, je mettrai les informations si vous voulez plonger avec Yann et Antoine. Mais en vrai, il n'y a pas de conseil parce que nous, on voit les profils, mais ils sont tellement différents, les profils qu'on a au club. Alors, il y a des gens, basiquement comme nous, qui avaient envie de faire de la plongée et qui ont fait de la plongée et qui font de la plongée. Mais sinon, on a chacun a un but un peu différent. On a des personnes qui étaient phobiques de l'eau, qui ne savaient pas du tout nager de base et qui se sont inscrites au club de plongée pour faire de la plongée, pour dépasser cette... Oui, des personnes ou même rien que du coup de mettre la tête sous la douche, c'était un problème, et maintenant qu'ils plongent à 20 mètres. C'est incroyable, du coup, la progression et le travail du coup psychologique dessus, parce que là clairement c'est ça, c'est assez fou. Mais non, le seul conseil en fait c'est d'essayer de commencer par un baptême et de voir déjà si la personne aime les sensations, le fait d'être complètement en apesanteur, et du coup si la personne aime, go, parce que franchement c'est trop bien, quoi. Enfin, vraiment c'est super comme discipline. On rencontre plein de gens, et puis en plus on voit des choses qu'on n'aurait jamais pu voir autrement, évidemment. Trop bien, mais j'espère que ça va donner envie aux auditeurs et auditrices de pourquoi pas se lancer dans la plongée avec précaution, de bien s'entourer, de bien mettre un point important sur la sécurité, et puis bien évidemment, est-ce que ça donnera peut-être envie aux gens de découvrir l'île de la Réunion aussi, et si ce n'est pas possible dans les médias, parce qu'effectivement, comme on le disait, c'est à 10 heures de vol, c'est un certain investissement, des billets d'avion, ainsi de suite. Mais voilà, j'espère que ça vous aura permis de voyager autrement. Et est-ce que vous pourriez me donner, pour terminer, votre coup de cœur du moment ? Alors moi, j'ai pas de coup de cœur du moment, mais par contre, en ce moment, c'est l'automne, il repleut, il fait froid, j'avais envie d'un côté réconfortant, et j'ai repris la saga Harry Potter, en livre. Trop bien. Voilà. Donc là, je suis très content. Hier soir, il a reçu sa lettre au pot d'entrée à Poudlard. Il faisait ses enquêtes sur les chemins de traverse et je suis très ravi. Trop bien. Comme quoi, peu importe l'âge, en fait, Harry Potter, ça fascine toujours toutes les générations. Et c'est effectivement toujours réconfortant. Ouais. Et toi, Yann, c'est quoi ton coup de cœur du moment ? Alors moi, c'est pas du tout dans la même veine pour le coup. C'est un livre qui m'a été conseillé, qui a été écrit par Joseph Kessel sur la vie de Kersten, qui était le médecin, alors le masseur, mais ça va clairement au-delà du massage, de Himmler, qui était donc du coup un haut personnage du Troisième Reich. C'était du coup le deuxième homme après Hitler. Et en fait, le livre est incroyable parce que du coup, ça raconte la vie de ce monsieur qui, à la base, n'était pas du tout déjà politisé, encore moins attiré par le nazisme, vraiment pas du tout. Mais par le biais de son travail de médecin, il a été amené à un moment donné à devoir soigner, vraiment devoir, parce que du coup il n'a pas eu le choix, devoir soigner Himmler. Et par le biais de son travail, parce que Himmler avait des énormes crises au ventre, donc du coup il arrivait à le soigner, c'était le seul médecin qui arrivait à le soigner du coup par le biais de ses massages. Il a pu contribuer, mais de façon incroyable, du coup, au fait de sauver des milliers, vraiment des milliers de personnes, donc des juifs notamment, ou des personnes tout simplement qui étaient d'autres ressortissants qui avaient été arrêtés. Et du coup, le livre est sur toute sa vie à lui. Donc, on voit la Seconde Guerre mondiale déjà sous un prisme qu'on ne connaît pas trop, nous en France, au moins en tout cas que je ne connaissais pas trop, qui était du coup le point de vue plutôt du côté allemand, au sein même du Troisième Reich, mais à travers le regard de ce monsieur qui lui-même du coup n'est pas du tout sympathisant et qui a réussi, sans forcément initialement vouloir ça, à mettre à profit le bienfait qu'il donnait à Himmler pour pouvoir sauver d'autres personnes. Énormément de personnes. Et le livre est vraiment génial, très très bien écrit par Kessel et super intéressant. Du coup, on n'est pas du tout sur la même lecture. Et toi, Camille ?
Alors, c'est vrai que je donne beaucoup de lectures à chaque fois, mais moi, je vais parler de 2 films. Le premier, c'est un petit peu en lien avec la plongée, même si l'apnée, c'est quelque chose de complètement différent. C'est vraiment un truc pour notre pratique. Et j'aimerais bien trouver un apnéiste français qui veuille bien nous parler de ça, parce que je pense que Ah oui, c'est une autre discipline, voilà, totalement différente. D'autres bienfaits, je pense qu'il doit y avoir aussi ce côté méditatif. En fait, c'est un film que j'ai découvert sur Netflix qui s'appelle Au plus profond. C'est un film qui retrace beaucoup l'histoire d'Alessia Zecchini. C'est une apnéiste italienne. Donc on revoit tout son parcours, toutes les compétitions, comme elle a commencé quand elle était jeune. Elle a une histoire d'amour avec un autre apnéiste aussi. C'est un film, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande parce qu'il m'a tenu en haleine pendant... C'est vrai qu'il y a un peu... Pour un apnéiste, pour le coup, c'est... On reste vraiment en suspens et on découvre cette pratique où je ne connaissais vraiment rien du tout et c'est fascinant. Et je me permets d'en donner un deuxième parce que ça fait quand même écho au livre que tu viens de citer. Encore une fois, c'est sur Netflix, c'est la mini-série « Toute la lumière que nous ne pouvons voir ». Où en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille aveugle qui va croiser le chemin d'un soldat allemand qui n'est pas du tout OK avec ce qu'il fait, mais il n'a pas le choix. En fait, il est spécialisé dans les radios et il va tomber sur la radio de cette jeune fille. Et donc, c'est 4 épisodes, il y a quelques acteurs très connus dedans. Et vraiment, j'ai été fascinée par cette série parce que je trouve que ça aborde un côté de la Seconde Guerre mondiale qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément dans toutes les séries et films. Donc, c'est pas une série neuneu avec l'histoire d'amour à l'eau de rose, c'est vraiment... très prenant, donc c'est une histoire d'amour. Il y a une petite histoire d'amour, mais c'est quand même vraiment aussi sur le côté historique et sur tout ça. Okay. Donc merci à tous les deux pour votre participation. Merci à toi. Je suis ravie de vous avoir reçu aujourd'hui. Donc comme je le disais, j'espère que ça aura donné envie aux gens de se lancer dans la plongée, pourquoi pas reprendre les livres Harry Potter aussi, on ne jugera pas malgré l'âge. Et bien évidemment, la réunion, je remettrai aussi des informations sur le compte Instagram de Good Visa. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci Camille. Merci Camille. Merci à vous. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis de vous évader, de voyager, avec des pistes et des idées pour prendre soin de vous. N'hésitez pas à évaluer ce podcast et à le partager. À bientôt.